Alors, les relations et les roll-ups, c'est un peu deux faces d'une même pièce, hein. Vous savez que sur Notion, on va pouvoir connecter ensemble des bases de données. Donc ça s'appelle les relations. Et puis ensuite, on va pouvoir, grâce à ces relations, donc grâce à ces connexions entre les bases de données, accéder dans une base de données aux informations d'une autre base de données. Ça s'appelle les roll-ups. Donc la première étape, c'est les relations. Alors, je vous ai préparé ici quelques petites bases de données. Je vais venir nous les afficher. Donc, je vais mettre ma page en grande largeur. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sélectionner ma base de projet que je vais venir coller ici. Hop. Et je vais venir sélectionner également ma base de tâches que je vais venir coller en dessous également. Hop. Alors, là, du coup, l'idée, quand on a des projets et des tâches, eh ben, ça peut être de les connecter ensemble. C'est pas mal de pouvoir connecter les projets et les tâches. Alors, je sais que Notion vient de sortir une fonctionnalité qui permet maintenant de faire des sous-tâches. Et donc ça peut être pratique, hein, si vous pouvez par exemple avoir des tâches qui sont en fait des projets et puis des sous-tâches qui viennent se mettre en dessous. Mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça qu'on va aborder. Ça fait partie des nouvelles fonctionnalités qu'on pourra aborder dans un prochain webinaire. Alors ici, l'objectif, ça va être surtout, dans un premier temps, de connecter nos projets avec nos tâches. La propriété relation, elle est assez simple à faire, hein, il n'y a rien de tricky. On va pouvoir connecter les tâches et les projets en créant une nouvelle propriété ici et en allant chercher une propriété relation. Elle est là avec la petite flèche. Je clique sur la propriété relation et là, je peux décider de quelle base de données je vais connecter. Et donc, je vais connecter mes tâches avec mes projets. Hop, ici, je me connecte et là, j'entre dans mon utilitaire de création de relations. Alors, il faut savoir qu'on peut créer deux types de relations. On peut créer des relations unidirectionnelles et des relations bidirectionnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir soit connecter ici notre base de tâches à notre base de projet et on va avoir une seule relation, donc c'est-à-dire la base de tâches connectée à la base de projet, mais la base de projet elle n'est pas connectée à la base de tâches. Ou alors on va pouvoir avoir une relation bidirectionnelle où on va avoir la base de tâches connectée à la base de projet et la base de projet connectée à la base de tâches. Pour décider si on a une relation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, on va juste ici pouvoir changer ce petit switch. Et donc, on va avoir le show on projects. On dit oui, non, et hop, voilà. Vous voyez que là, on a une relation bidirectionnelle avec deux petites flèches, alors que ici, on a une relation unidirectionnelle avec une seule petite flèche. Easy. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une relation bidirectionnelle. Et donc là, je peux choisir ici ce que je vais avoir de l'autre côté. Ici, donc, je vais avoir connecté au projet. Ici, je vais avoir connecté aux tâches. Je peux choisir le nom de la propriété dans mon autre base de données. J'ajoute la relation. Et donc ici, on voit que hop, j'ai une relation à mes projets et juste au-dessus, j'ai une relation à mes tâches. Je vais profiter juste de faire un petit truc, c'est que je vais aller là, nous mettre en français. Je pense que ce sera plus agréable pour vous et aussi plus facile pour moi de ne pas devoir faire fonctionner mon cerveau dans deux langues. Ah bah ça recharge la page évidemment. Et on est bon. Bah, j'en profite pour venir voir ici. Finalement, c'est le même principe que sur Airtable. Oui, finalement, c'est le même principe que sur Airtable. C'est plus ou moins la même chose hein, au niveau des relations, et c'est le même principe en fait dans la gestion de toutes les bases de données, parce que les bases de données, c'est vraiment un élément clé dans l'informatique. Et donc, on va retrouver ce concept de base de données relationnelles, donc des bases de données qui se connectent ensemble. Alors sur Airtable, il y a quand même pas mal de fonctionnalités supplémentaires, parce on peut pas uniquement faire des agrégations, des roll-ups, comme je vais vous montrer, on peut aussi faire ce qu'on appelle des lookups et des counts, qui sont des propriétés différentes qui se basent sur les relations. Globalement, les relations sont quand même vachement plus puissantes dans Airtable que dans Notion. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Ah là là, un peu lent. Ça revient. C'est bon. Alors, du coup, on a connecté nos bases de données. Alors, quand est-ce que c'est intéressant d'avoir une relation unidirectionnelle? Quand est-ce que c'est intéressant d'avoir une relation bidirectionnelle? En fait, c'est assez simple. Il y a deux choses à retenir. La première chose, c'est est-ce que j'ai besoin de voir la relation dans ma base ou pas? C'est-à-dire que ici, je vais connecter mes tâches à mes projets, mais en réalité, mes projets, je ne suis pas obligé de voir les tâches à l'intérieur de mes projets. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que mes tâches soient connectées à mes projets, mais que mes projets soient connectés à mes tâches, ce n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi et comment ça va se comporter? En fait, ce qui va être intéressant pour moi, c'est par exemple de faire une copie de ici ma base de tâches et de décider d'avoir un template de projet, hop, dans lequel
par exemple un nouveau projet, et que dans ce template, je vais venir afficher, hop, je vais venir afficher ici ma base de données et je vais venir afficher mes tâches. Et je veux les avoir ici et je veux les avoir par statut, par exemple. OK, donc là, j'ai mes tâches par statut et je vais les filtrer pour faire en sorte que ce soit uniquement les tâches dont le projet contient le nouveau projet. Donc ici, bien évidemment, tout disparaît, hein, je suis sur un gros filtre. Hop, j'ai filtré, on est content, tout se passe bien. Mais donc là, en fait, pour faire ce filtre, et si c'est ça la seule fonctionnalité dont j'ai besoin, moi, j'ai pas du tout besoin en fait que mes tâches soient ici. Donc j'ai pas du tout besoin d'avoir une relation. C'est pas nécessaire d'avoir une relation bidirectionnelle, une relation unidirectionnelle va suffire. Et ça peut notamment être intéressant si j'ai une base de données qui est très centrale, donc une base de données que tout le monde utilise par exemple, et à laquelle je vais avoir envie de connecter plein d'autres bases de données. Et ben dans ce cas-là, c'est plus intéressant de faire des relations qui vont être des relations unidirectionnelles, où je vais avoir une base centrale qui reste très clean, et où n'importe qui va venir se connecter avec sa petite base à lui, sa petite base perso. Donc par exemple ici, je pourrais imaginer que ça c'est ma base de tâches perso, et ça c'est une grosse base de tâches projet. Et en fait, bah, je vais décider d'avoir ici une relation qui va être unidirectionnelle. Et vous voyez, ça se change facilement, hein. Hop, là, je la change. Je décide d'avoir une relation unidirectionnelle. Et on voit que bah, ça a disparu ici. Et donc là, je peux me connecter à mes projets. Hop, je vais pouvoir me connecter ici, par exemple, à la création de mon site web. Si je vais dans mon projet création de site web, hop, et que je fais nouveau projet, j'ai ma tâche qui va apparaître, du coup, hein, elle est là. Mais pour autant, j'ai pas la propriété qui apparaît ici. Ça, c'est plutôt cool. Et c'est une bonne manière de faire les choses. Et donc, ça peut être pratique pour créer des relations qui vont être unidirectionnelles. Jusque-là, est-ce que tout va bien? Ouais, pas de questions, tout va bien. Ok, c'est top. Hop. Donc, là, on est dans le cas d'une relation unidirectionnelle. Alors, il faut savoir que ensuite, quand on va créer des relations bidirectionnelles, on va avoir une possibilité qui est assez intéressante. Hop, je vais me recréer. Oh là, je fais n'importe quoi. Je vais me recréer ici une relation bidirectionnelle. Modifier la propriété. Hop, bidirectionnelle. Et en fait, je vais pouvoir faire un truc assez intéressant quand j'ai du bidirectionnel, c'est que une fois que je vais rentrer ici, je vais pouvoir, vous voyez, j'ai ma relation, je vais pouvoir visualiser ces relations sous une forme différente. Donc là, je clique sur ma propriété, et ici, en fait, je vais pouvoir l'afficher comme section de page. Et là, ce qui se passe, vous voyez, ça me crée en fait une section avec mes différentes tâches où je vais pouvoir ensuite afficher différentes propriétés. Donc, je peux par exemple afficher ici mon statut ou je peux afficher mon créateur, par exemple. Et donc là, c'est plutôt pas mal en fait, hein, parce que je vais pouvoir hop, ici rajouter une tâche directement depuis cette structure-là. Je vais pouvoir créer une nouvelle page directement depuis ici. Et c'est assez intéressant. Et puis, je peux l'ouvrir de cette façon-là. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment pas mal. Et donc ça, c'est mis en place par des relations bidirectionnelles. Et donc ce qui est cool, c'est que là, ben, vous allez pouvoir supprimer en fait cette partie-là, et vous allez pouvoir garder uniquement ceci, ce qui est assez intéressant. Donc si vous avez des ressources, par exemple, qui sont connectées à ce projet, vous pourriez avoir envie de les mettre ici. Puis ensuite, vous pouvez changer le statut, vous pouvez changer bah là, visiblement pas la personne responsable, euh, ah non, parce que c'est un créateur en fait, c'est pas la personne responsable. Donc ça, on peut pas le changer. Et donc, vous pouvez changer le titre facilement ici, hein. Là, c'est le nouveau site web. Je sais pas, faire la charte graphique, par exemple. Hop. Du coup, ça, c'est une autre manière en fait de faire les choses. Et ça, ce n'est possible qu'avec des bases de données bidirectionnelles, puisqu'on a besoin évidemment d'avoir la tâche à cet endroit-là. Alors, du coup, en fait, si vous ne gérez les tâches que à partir des projets, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous pourriez faire une relation unidirectionnelle uniquement de projet vers tâche. Ce qui est problématique là, c'est que si vous avez ça, cette façon de gérer là, vous avez aussi envie de savoir dans les tâches que ça appartient au projet. Donc une unidirectionnelle juste à partir des projets, ça n'aurait pas trop de sens, à mon avis. Est-ce que vous connaissiez déjà cette fonctionnalité-là? Est-ce que vous aviez déjà utilisé ce nouveau bloc à l'intérieur des pages dans les propriétés pour afficher des relations? Yes, évite trop de roll-up. Je n'ai pas compris le principe de la session de page. Yes, yes, je découvre. Trop bien. Bah ouais, c'est assez pratique, ouais. C'est plutôt cool. Personnellement, moi, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise beaucoup. Mais en fonction des cas d'usage, ça peut être intéressant et c'est bon à savoir.
Et après, si vous avez besoin de changer ça, de changer la façon dont ça fonctionne, bah, vous pouvez juste vous dire, voilà, je vais l'afficher comme une propriété finalement, ces tâches, et ou même je vais décider de les masquer parce que j'ai pas envie de les voir. Alors, ce qui va être vraiment intéressant en fait pour moi dans les relations bidirectionnelles, et surtout quand on a plusieurs pages, plusieurs records qui sont liés en fait à plusieurs tâches par exemple qui sont liées à un projet, c'est qu'on va pouvoir travailler sur des roll-ups. Donc les roll-ups, c'est quoi exactement? En français, ça s'appelle des agrégations. Le champ agrégation avec la petite loupe. Et ici, en fait, on va pouvoir aller chercher des propriétés des relations pour les afficher dans la base projet. Donc, je vais pouvoir aller chercher des propriétés de mes tâches et afficher les propriétés de mes tâches dans la base projet. Donc là, je vais par exemple essayer d'afficher la progression. Ok. Je vais sélectionner ma relation. En l'occurrence, ici, j'ai une relation avec mes tâches. Je la sélectionne. Hop. Et donc là, qu'est-ce que je vois? Bah, j'ai mes tâches qui apparaissent ici. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné la propriété titre. Et ensuite, dans le calcul, j'ai mis afficher l'original. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va chercher les titres. Et il me les affiche. Ensuite, ben, je peux modifier ça. Donc, je peux décider de la propriété que j'ai envie d'aller chercher. Si je vais par exemple chercher les responsables, hop, je vais voir que c'est deux tâches qui sont attribuées à Iris. Ou alors, il y a une tâche qui est attribuée à Iris et une tâche qui n'a pas de responsable en l'occurrence. Si je vais sur créateur, par exemple, on voit que j'ai deux fois moi-même. Et donc, en fait, ça vient de deux tâches. Mais il y a juste une tâche qui n'a pas de responsable. Et donc, si je dis, bah, en fait, là, j'affiche l'original, mais ce que je pourrais voir aussi, c'est je vais compter par exemple les valeurs uniques ou je vais compter le pourcentage de cellules vides. Ça, c'est intéressant parce que là, je vois que je suis à 50%. Ça veut dire qu'à partir du moment où ici, je suis pas à 100%, ça veut dire qu'il y a des tâches qui ne sont pas assignées. Et donc, ça veut dire que je pourrais me servir de cette information, savoir qu'il y a des tâches qui ne sont pas assignées, pour me mettre une alerte dans une formule, par exemple, qui dirait, eh bien, je veux vérifier si ici, on est à 100% ou pas à 100%, et si on n'est pas à 100%, je vais mettre une alerte pour dire qu'il y a des tâches qui ne sont pas assignées. Donc là, on commence à rentrer dans des cas un peu plus complexes, mais qui peuvent être intéressants. Bon, ici, on a appelé cette propriété progression. Donc, l'objectif, c'est pas de regarder s'il y a des responsables ou pas des responsables. L'objectif, c'est d'aller voir si cette tâche, elle est terminée. Enfin, si ces tâches, elles sont terminées. Ici, j'affiche l'original. Donc, je vois quoi? Je vois qu'il y a une tâche qui a été annulée et une tâche qui est à faire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir, de faire en fait un pourcentage par groupe ou un décompte par groupe. En fait, je vais faire un pourcentage par groupe et je vais regarder le pourcentage de tâches complétées. Je suis à 50%. Et bah, c'est normal, en fait, j'ai une tâche qui est annulée, donc cette tâche, elle est considérée comme complétée parce qu'elle est annulée, et j'ai une tâche qui est à faire, et donc évidemment, elle n'est pas considérée comme faite. Et là, en fait, bah, j'ai plusieurs options, hein. Je peux l'afficher sous forme de 50% en nombre. Je vais aussi pouvoir l'afficher sous forme de progress bar. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est sortie il y a quelques mois et qui me permet de dire, bah, j'ai une barre, voilà, progression du projet, on est à 50%. J'ai une tâche qui est faite, une tâche qui n'est pas faite. Et je peux aussi me le mettre sous forme d'anneau. Hop là. Et donc là, je vais avoir la même chose. Et puis après, vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez dire par exemple, je le fais en violet parce que c'est plus joli. Et vous pouvez décider d'afficher ou pas le nombre. Et donc là, vous pouvez avoir quelque chose de très, très petit avec juste voilà, un petit progress bar comme ça. Et là, vous pouvez du coup modifier assez facilement ça, hein, modifier un propriété. Vous pouvez changer ça comme vous avez envie. Et donc, vous pouvez créer vos vues avec ceci. Donc, c'est plutôt puissant. C'est assez cool, je trouve. Est-ce que vous aviez, du coup, pour ceux qui ne connaissaient pas les roll-ups, est-ce que les agrégations, est-ce que maintenant, ça vous paraît clair? Perrine, oui, vous aurez le droit à un replay, il n'y a pas de souci, vous pourrez regarder ça. Et surtout, s'il y a un truc qui va trop vite ou que tu comprends pas, surtout n'hésite pas à poser des questions, je me fais un plaisir de réexpliquer. S'il y a des trucs qui sont allés un peu vite, pas de souci. Et ouais, bien sûr, il faut s'entraîner, hein. Ça, on est bien d'accord que sur Notion, en fait, on est vraiment sur un outil qui est plus comme une compétence que comme un outil, quoi. Donc, si vous voulez vous muscler et développer cette compétence, il va falloir pratiquer un petit peu. Vous prenez des bases de données, vous créez des petites bases de données. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir comme j'en ai moi de mon côté là, toutes ces petites bases de données qui me servent à pratiquer avec vous, à construire des espaces pour mes clients. Vous prenez des petites bases de données comme ça et puis vous pratiquez un peu quoi. Vous essayez différents trucs, vous créez des petites formules, vous créez des petits roll-ups, des petites relations. Ça va vous permettre de mieux comprendre et de tester des choses.
Hop. Oh là. Alors, je reçois des notifications. Je vais me mettre en mode ne pas déranger. Hop, ce sera mieux comme ça. Oups. Voilà, voilà. Donc là, ben, au niveau des roll-ups, ça, du coup, pour la progression, c'est assez puissant. Évidemment, vous pouvez faire ça pour pas mal de choses, hein. Pour n'importe quel champ, en réalité, vous allez pouvoir aller chercher un roll-up. Alors, il y a juste une chose qui n'est pas possible, c'est de faire des roll-ups de roll-up. Donc, pour ceux d'entre vous qui auraient la bonne idée d'aller faire des relations sur des relations sur des relations, si vous travaillez par exemple sur de la gestion de projet agile et que du coup, vous voulez aller mettre des épiques, des sprints, des tâches, des sous-tâches, etc., vous risquez à un moment de vous retrouver un peu coincé si vous essayez de faire remonter la progression d'un niveau qui est trop bas vers un niveau qui est trop haut. Et donc, typiquement, comme on ne peut pas faire des roll-up de roll-up, on va se retrouver coincé et on va être obligé de créer on va dire des petits accotements pour essayer de passer, mais généralement, ça ne se passe pas très bien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer toujours de garder une structure simple et puis de bien vous entraîner avant pour comprendre comment ça fonctionne. Euh, alors, du coup, ben ça va être des éléments bien puissants qui vont nous permettre ensuite d'améliorer nos formules. Alors, j'ai pas regardé comment vous vous sentiez au niveau des formules. Alors, petit sondage au niveau des formules. Ça va, pas encore essayé, on ne comprend pas et on maîtrise un peu. Ok. On va pouvoir creuser un peu plus à fond là-dedans. Alors, dans le chat, ça dit quoi? On a une base de données de navigation, ça a beaucoup été dans les agrégations. Trop cool, Chloé. Hop. Alors, ok. Donc, les formules, c'est quoi? Eh bien, les formules, en fait, c'est assez simple, hein. C'est aussi une propriété de Notion et c'est une propriété qui va permettre de jouer sur les autres propriétés pour faire des opérations, pour calculer un peu ce qu'on veut. Alors, vous voyez qu'en fait, ici, dans ma base de données de projet, j'ai déjà deux formules. J'ai une formule qui s'appelle display statut et une formule qui s'appelle display temps. Alors, je vais vous les montrer vite fait. Bon, c'est deux formules qui sont des formules relativement complexes euh, ou riche, on va dire. Hop. En fait, à quoi elles servent? Ici, ma formule status display, elle va servir à me dire quel est le statut de mon projet. C'est-à-dire qu'en fait, je vais travailler ici sur le statut, la date de début, la date butoir et la date de fin effective pour me dire si mon projet il est en cours, à temps, enfin en cours, pas encore commencé, en retard, ou terminé à temps, ou terminé en retard. Donc ça, c'est pas mal si vous êtes le chef de projet et que vous voulez faire l'analyse de tous les différents projets avec vos équipes, ça peut être intéressant. Et puis j'ai un autre statut de temps qui va me donner le temps du projet et me dire en fait par rapport à la date butoir, à quel moment est-ce que ce projet est dû. Et donc en fait, est-ce qu'il est dû il y a un certain moment ou est-ce qu'il est dû dans un certain nombre de jours. Donc voilà, ça c'est l'idée de ces deux petites formules et on va voir ensemble bah, comment est-ce que ça se crée en fait ces petites formules. Alors, donc du coup, hyper simple, vous créez ici une nouvelle propriété, vous sélectionnez la formule et ensuite ici dans les tâches, bah, on va juste l'appeler formule et on va jouer un peu avec pour vous montrer comment ça marche. Donc ici, quand vous rentrez dans les formules, vous avez l'utilitaire de formule qui s'ouvre. Donc l'utilitaire de formule, vous voyez, hein, c'est cette petite pop-up qui va s'ouvrir et qui va vous permettre d'écrire votre formule ici. Vous allez écrire votre formule et donc vous voyez que ici, vous avez des propriétés. Et donc les propriétés, bah, en fait, c'est toutes les propriétés de votre base de données que vous pouvez récupérer. Et donc c'est là que c'est hyper intéressant en fait d'avoir des relations et des roll-ups parce que vous allez pouvoir récupérer le résultat de vos relations et de vos roll-ups à l'intérieur de vos formules. Et donc ça veut dire que dans une base de données, vous allez pouvoir faire des opérations en prenant en compte les éléments liés qui viennent d'autres bases de données. C'est ça que j'adore avec Notion quand on commence à maîtriser les formules, c'est qu'il n'y a plus trop de limites et qu'on peut faire des trucs de fou. Donc ici, comment ça marche? Eh ben, on a évidemment un langage
pour les formules. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des formules dans Excel, par exemple, ou si certains d'entre vous ont déjà fait des formules dans Airtable. Mais globalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir des opérations. Et donc, ces opérations vont vous permettre de faire des formules. Alors, je vous ai préparé pour l'occasion un petit truc assez sympa. Oui. En gros, je trouve que l'utilitaire il est un peu mal foutu et que c'est difficile de creuser toutes les formules. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes les formules de Notion et je les ai mises dans une base de données pour bien comprendre comment elles fonctionnent et vous donner des exemples. Et donc là, en fait, on a toutes les formules qui sont possibles dans Notion. Donc, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des opérations, il y a ce qu'on appelle des fonctions et il y a ce qu'on appelle des constantes. Donc, en fait, les opérations, ça va être ici plutôt des opérations mathématiques ou des opérations logiques. Et donc ici, par exemple, on va avoir une fonction qui s'appelle add, qui va permettre d'ajouter deux nombres, simplement de faire une addition. Et vous voyez, la syntaxe de cette opération, c'est de faire un nombre plus un nombre, par exemple. Et donc, on va avoir ici l'exemple, vous avez 3 plus 4, ben, ça va être égal à 7. Ok. Et donc, en fait, vous, ce que vous allez noter dans la formule, c'est 3 plus 4. Et ce qui va ressortir de la formule, donc le texte qui sera affiché quand vous sortez de l'utilitaire de formule, et ben ce sera le calcul, le résultat de cette opération add qui va s'afficher. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les formules, on a toujours plusieurs manières, et c'est ça qui est un peu complexe aussi, on a très souvent en tout cas plusieurs manières de faire les choses. Donc ici, pour faire la fonction add par exemple, on peut soit faire nombre plus nombre, soit faire texte plus texte, soit faire add number number, soit faire add text text. Ok. Donc, si je fais par exemple texte plus texte, eh ben, ça va me permettre de faire ce qu'on appelle une concaténation. Donc, ça va me permettre de coller deux textes ensemble. Donc là, par exemple, vous voyez, texte plus texte égale add text. Ça les a collés ensemble. Et de la même manière, vous pouvez avoir une fonction entre parenthèses, une formule entre parenthèses, où vous allez faire formule add, j'ouvre la parenthèse, premier nombre, je ferme la parenthèse, je mets une virgule, pardon, deuxième nombre, je ferme la parenthèse, et en fait, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous êtes un peu perdu ou est-ce que jusqu'ici, c'est OK? Très différent d'Excel tout de même pour les formules, je n'arrive pas à m'y faire. OK, on va essayer de transformer ça. Dans les formules, je bute souvent sur l'ordre des critères. OK, on va regarder ça aussi. Très bien, ce template sur la liste de formules. Merci, Yann. Dans quel ordre mettre les if, les add, les date between? Ouais, génial cette page de formule. Base de données avec détail des formules est privée ou accessible. Cela vient d'infos publiques ou c'est purement créé par The Toolbox? C'est purement créé par The Toolbox. C'est mon petit utilitaire de formules personnelles. Je pense à en faire un petit template. Et je vais vous donner accès, une petite surprise. Je peux vous y donner accès. Je vais le laisser accessible pendant 24 heures. Il faut savoir qu'il n'est pas fini, mais comme ça, vous pourrez l'utiliser. Alors. Visiblement, ça va, vous êtes OK, donc on va pouvoir y retourner. Alors, tac. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir, du coup, construire mes opérations comme j'ai envie. Alors ici, par exemple, on va regarder différentes choses. J'ai, par exemple, je vais faire un truc tout simple, hein. Déjà, je vais, pour vous montrer, afficher la priorité. Donc ici, vous voyez que la priorité, on voit ici que c'est du texte. Ici, ça veut dire que c'est du texte. Ici, ça veut dire que c'est une date. J'ai pas de nombre, mais si j'en avais, je pourrais voir que que j'ai des nombres. Donc là, en fait, c'est le type d'information que vous allez retirer en affichant cette propriété. Ici, par exemple, je vais afficher le statut. Je termine. Et vous voyez que là, en fait, ça vient juste se reposer. Donc j'ai, hop, le statut. Si je fais, par exemple, statut plus priorité, hop, vous voyez que c'était ma propriété, ma formule add, j'ai annulé élevé. Je peux aussi l'obtenir comme ça, du coup. Add, hop, hop, et là, j'obtiens exactement la même chose. Alors, on est d'accord, ça sert à rien, hein, c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça marche. Alors, du coup, ce qui peut être intéressant ici, donc là, dans les tâches, ces formules, elles ne sont pas forcément intéressantes, sauf si, par exemple, je voulais dire, est-ce qu'une tâche est en retard ou pas? Alors, il faut savoir que pour savoir si une tâche est en retard ou pas, il y a quand même la possibilité ici dans l'échéance de modifier la propriété. Et vous allez ici, par exemple, dans votre type, vous allez pouvoir faire un format.
Hop, et ici, par exemple, hop, c'est là, vous allez pouvoir mettre un rappel. Et donc, si vous mettez un rappel le jour de l'événement, hop, normalement, alors là, on est quoi? 13 avril 2022. Ici, vous voyez qu'en fait, l'échéance, elle va passer en rouge avec une petite cloche, une petite horloge. Donc ça peut être une manière de se dire que la tâche est en retard, que l'échéance est dépassée. Mais si vous avez envie de faire un truc un peu plus complexe, donc de dire, par exemple, je veux dire que la tâche, elle est en retard uniquement si l'échéance est dépassée et que le statut n'est pas terminé, par exemple, pas terminé ou annulé, ça, c'est quelque chose qui est possible. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec les formules. Il va falloir construire des formules. Alors, il y a quatre formules que j'ai envie de vous montrer, qui sont pour moi les formules les plus puissantes et celles dont je me sers le plus souvent pour construire des trucs un peu complexes. Alors, ces quatre formules, c'est if, end, or et date between. Donc en gros, if, c'est le si. Donc ça va permettre de construire des formules avec des conditions. Et donc en fait, ça, c'est la formule qui tue le game, parce que ça vous permet de dire, bah, s'il se passe ça, alors tel résultat, mais s'il se passe ça, alors tel résultat, et puis s'il se passe ça, tel résultat, etc. Et en fait, il n'y a pas de fin. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des nested if, donc ça veut dire des if enchâssés, entre guillemets. Et donc là, vous allez pouvoir en fait faire autant de conditions que vous voulez dans une formule. C'est trop bien. Parce que ça vous permet de créer, par exemple, la formule que j'ai créée tout à l'heure en disant bah, si mon projet n'a pas encore démarré et que la date de début n'est pas passée, alors il est à venir. Si le projet n'est pas terminé mais que la date de début est dépassée, alors il est en cours, etc. etc. Et donc ça, c'est la fonction if. Clairement, c'est pour moi la plus puissante. Elle est trop bonne. Ensuite, vous avez la fonction end. Donc la fonction end, elle est cool parce qu'elle va permettre de rassembler, c'est une des bases en fait de la logique, ça va vous permettre de rassembler deux conditions. Et donc de dire, je veux que ça se soit vrai et ça se soit vrai. Et donc mon opération, ma formule, elle va être vraie que si l'élément 1 et l'élément 2 sont réunis. Ça, c'est plutôt cool. Et le pendant en fait de end, c'est or. Et donc or, c'est la fonction ou. Et donc c'est pas l'inverse, mais c'est vraiment la fonction complémentaire. C'est de pouvoir dire si j'ai une condition qui est remplie ou l'autre condition qui est remplie. Donc si ma tâche est terminée ou que la date est dépassée, alors je veux qu'il se passe ça. Et donc ça, c'est vraiment les trois arguments logiques surpuissants, if, end et or. Et ensuite, vous avez une fonction que je kiffe trop, qui est la fonction dateBetween, et qui va renvoyer l'intervalle de temps entre deux dates. Okay. Et donc ça va nous permettre de calculer en fait combien de temps en années, en trimestres, en mois, en semaines, en jours, en heures, en minutes, en secondes ou en millisecondes il y a entre deux dates précises. Et donc on pourrait tout à fait calculer par exemple bah, combien il reste de temps entre la date d'aujourd'hui et la fin d'un projet, la date estimée d'un projet, la date d'échéance. Et donc ça va me permettre de savoir bah, combien de temps il reste et ensuite de pouvoir l'afficher d'une manière ou d'une autre. Est-ce que est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez ces quatre fonctions? Est-ce que vous les utilisez? Jean-Philippe les utilise. Perrine tâtonne, très bien. Ok, cool. Eh ben, je vais vous les montrer un petit peu. Alors, on va checker tout ça. Alors, on va commencer on va peut-être commencer par les choses simples. On va commencer par la fonction end. Vous allez voir, elle est super simple. Donc, en gros, end, donc c'est l'opérateur qui permet de valider plusieurs conditions à la fois. Et donc, il y a deux manières d'écrire end. Et donc, c'est les deux manières qu'on voit ici, hein. Hop. C'est soit condition 1, end, condition 2, soit end, condition 1, virgule, condition 2. Alors moi, je préfère la première et de façon générale, je préfère utiliser les formules qui ne demandent pas l'utilisation des parenthèses. Je trouve que les parenthèses, c'est une galère de dingue. Et dès que je peux ne pas utiliser de parenthèses, j'utilise pas les parenthèses. D'ailleurs, pour faire des fonctions if, il y a moyen de ne pas utiliser de parenthèses. Je trouve ça franchement beaucoup plus simple de ne pas utiliser de parenthèses et de travailler avec le point d'interrogation et les deux points. Je vous montrerai ça juste après du coup. Donc là, l'idée, euh, c'est de pouvoir écrire cette formule de deux manières, soit avec le and, soit avec les parenthèses. Donc,
C'est plutôt simple. Ici, hop, on va prendre une formule dans cet exemple-là, ok, où on va, dans la formule complet, vérifier que la case couleur et la case numéro sont pleines toutes les deux. Ok. Donc on veut savoir si la case couleur et la case numéro sont bien remplies. Et donc on voit ici que ça marche pas trop mal, hein, puisque ici les deux sont remplis, et donc mon complet il m'affiche oui. Dans mon exemple 3, j'ai une couleur et j'ai pas de numéro, donc c'est pas complet. Et dans mon exemple 4, j'ai un numéro mais j'ai pas de couleur, donc c'est pas complet. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser ma fonction end. Et alors ici, il faut savoir que j'ai aussi utilisé la fonction not et la fonction empty. Donc empty, c'est quoi? C'est vide. Et not, c'est la fonction de négation. Donc ici, la fonction not plus empty, ça me dit, ça va me valider l'argument si la case n'est pas vide, en gros. Et donc ici, je lui dis not empty, entre parenthèses, propriété numéro, et not empty, propriété couleur. Donc, ça veut dire que je vais, pour que ce soit juste, demander à ce que la case numéro ne soit pas vide et à ce que la case couleur ne soit pas vide, tout simplement. Et donc, ben, ça, en fait, c'est voilà, not empty propre numéro and not empty propre couleur. Et donc ça va me permettre ben, de calculer assez facilement, du coup, si ma condition, elle est respectée. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est allé un peu vite? Est-ce que vous captez comment ça fonctionne? C'est N? Grosse difficulté, avec plus ou moins de succès. Pas simple la syntaxe des formules. Je découvre le note, ça a l'air cool. Ok, trop bien. Bon, dans ce petit utilitaire de formule que je vais vous partager, moi j'ai fait des explications, genre ici comme ça méga claires pour ces quatre formules-là que je juge les plus, les plus utiles. Je ne l'ai pas fait pour les 60. Je le ferai peut-être sur mon temps libre un de ces quatre, mais voilà, m'en veuillez pas si c'est pas fait pour les 60. Je considère que c'est ces quatre-là les plus puissantes et je vous avoue que ça prend quand même du temps, donc voilà. Tuk tuk tuk. Évidemment, on peut utiliser cette formule avec plus que deux arguments. Et donc, vous pourriez aussi avoir condition 1, end, condition 2, end, condition 3. Vous n'avez pas vraiment de limite. L'idée, c'est juste de se dire qu'on va travailler avec des éléments qui sont, des éléments qui sont positifs. Et donc, en fait, je peux les additionner et me dire, je veux plusieurs conditions, autant de conditions que je veux, tant que c'est du end. Quand c'est du or, ça se complique un petit peu. Et je vous propose donc, sur cette magnifique transition, de passer au or. Hop, et donc, le OR, la fonction OU, eh bien, c'est une fonction qui va nous permettre de valider, donc d'afficher un opérateur booléen qui dit vrai ou faux, si une des conditions est remplie, condition 1 ou condition 2. Donc ici, j'ai pas, je me suis pas arrêté dessus. Mais en fait, quand vous faites cette formule et que la seule condition que vous avez dans votre formule, c'est end, là, le résultat, ça va d'office être ce qu'on appelle un opérateur booléen. Donc, c'est-à-dire vrai, faux, oui, non. C'est en fait une question à laquelle il n'y a que deux réponses possibles, et ces réponses, c'est oui et non. Ça s'appelle un opérateur booléen. Donc, yes, no, c'est la même chose en fait pour le langage informatique, le binaire, ça se base exactement sur la même chose. Booléen, donc c'est 0 ou 1. C'est pas possible que ce soit les deux en même temps. Et ce qui est cool, c'est que Notion considère les opérateurs booléens comme des checkbox d'office. Et donc, en fait, si vous faites un end, il va directement vous afficher une checkbox. Hop. Une checkbox comme ça, pardon. Donc ici, en fait, il m'affiche la checkbox parce que c'est un opérateur booléen. Donc, le résultat d'un end, et je pense qu'on peut le voir ici, vous voyez, là, le résultat, c'est un opérateur booléen. Et donc, il voit ça comme une checkbox. Ici, le résultat, par exemple, de la fonction multiply, de la formule multiply, c'est un nombre. Okay, et donc ici, pour tout ça, pour toutes ces opérations-là, eh bien, le résultat, ça va être un opérateur booléen, un oui-non. Donc là, si je fais ma fonction note, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas, end, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas, or, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas, equal, est-ce que c'est égal ou pas égal, unequal, est-ce que c'est pas égal ou est-ce que c'est égal, etc., etc. Donc, or, l'idée, c'est de valider si il y a une condition ou l'autre qui est remplie. Et donc, de la même manière que pour le end, vous avez deux façons de l'écrire, soit condition 1, or, condition 2, soit or, entre parenthèses, condition 1, virgule, condition 2. Alors, ici, l'exemple que je vous ai pris, eh ben, il est simple, c'est exactement le même. Donc, je vous ai pris... alors, pourquoi est-ce que j'ai or ici? Je suis désolé.
j'ai fait une petite erreur. Oups. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est... Voilà. Et donc ici, normalement, alors c'est sur le end. Ah non, c'est le or. Parfait. Donc là, ici, ce que je vais avoir, eh ben, en fait, c'est du coup exactement ce à quoi on pourrait s'attendre. Ici, j'ai les deux cases qui sont cochées. Moi, je veux savoir si il y en a une des deux qui est pleine, en fait. Donc, est-ce que l'une n'est pas vide ou l'autre n'est pas vide? Donc, si j'ai mes deux cases qui sont pleines, eh ben, on est d'accord que ici, je vais avoir mon élément qui est juste. Si j'ai mes deux cases qui sont vides, bah, j'ai demandé pour qu'il y ait soit l'une, soit l'autre qui ne soit pas vide. Donc, bah, ma condition n'est pas remplie, puisque les deux sont vides. Et ici, j'ai la couleur d'un côté et cette couleur-là, la couleur texte, de l'autre. Et donc, eh bien, dans les deux cas, j'ai de la couleur, mais dans le cas, j'ai la couleur 1, et dans l'autre cas, j'ai la couleur 2. Ok. Et donc, le seul cas, en fait, dans lequel mon élément serait, ma condition serait fausse, ma condition ou serait fausse, c'est le cas dans lequel bah, je n'ai aucune des couleurs qui est remplie. Et donc, vous voyez que si je remplis ma couleur verte, eh ben, évidemment, j'ai une des couleurs qui est remplie, j'ai ma couleur 2 qui est remplie. Hop. Et donc ça va me permettre de valider mon argument. Ok. Est-ce que vous êtes OK sur le OR? Hop. Yes, vous êtes bon? OK, trop bien. OK, trop bien. Et ben, je suis super content parce que franchement, comme dans le sondage, on avait des gens qui n'étaient pas encore très à l'aise. Je suis trop heureux de voir que là, c'est clair pour tout le monde. Du coup, ça veut dire que c'est utile. Alors, donc ça, c'est le OR. Et on va pouvoir aussi avoir des OR avec plusieurs arguments. Et donc, on va pouvoir avoir des OR, par exemple, ici, on a deux OR, donc condition 1 ou condition 2 ou condition 3. Et donc, ben là, pas de souci, hein. Si vous avez, par exemple, ici, trois couleurs, que je rajoute une couleur et que je dis OR not empty propriété couleur 3, par exemple, eh bien, on va avoir la même chose qui va se passer et on aura notre formule qui se complète uniquement si une des trois couleurs est bien remplie. Alors, vous pouvez mixer les AND et les OR. Je ne l'ai pas fait là dans les exemples, mais vous pouvez dire, à ce moment-là, il va falloir commencer à jouer avec des si, mais vous pouvez mixer les AND et les OR. Et vous pouvez par exemple mettre condition 1, AND condition 2, OR condition 3. Et donc là, il va falloir juste ajouter des parenthèses, mais vous pouvez jouer avec ça et regarder comment ça marche. C'est des opérateurs qui se mixent. Alors, ensuite, on passe à la fonction date between. Alors vraiment, cette fonction, elle est trop cool. Si vous faites un peu de gestion de projet, vous avez envie de vous amuser avec les formules de Notion, moi, c'est une formule que j'aime beaucoup, les date between. Donc, ça permet de calculer, comme je vous disais, l'intervalle de temps entre deux dates. Et donc, ça va vous permettre, avec ce format-ci, de calculer l'intervalle de temps entre la date 1 et la date 2 dans un type d'éléments temporels. Et donc, ces éléments temporels, il y en a vraiment beaucoup, hein. Vous pouvez choisir exactement celui que vous voulez. C'est soit des années, soit des trimestres, soit des mois, soit des semaines, soit des jours, soit des heures, soit des minutes, soit des secondes, voire même des millisecondes. Alors, vous laissez pas avoir, ça m'arrive très fréquemment de mettre là, entre guillemets, jour en français. Évidemment, ça marche que si vous le mettez en anglais. Donc, si en fait, là, vous mettez date 1, date 2, entre guillemets, en jour ou en année ou en mois parce que vous travaillez en français et que vous pestez parce que votre formule, elle ne marche pas, et ben, en fait, il suffit juste de le remettre en anglais et vous verrez que ça fonctionne très bien. Voilà. Been there, done that. Donc, en gros, ici pour l'exemple, on va faire un truc assez simple, c'est qu'on va prendre une date de début et une date de fin, et on va regarder tout simplement la durée de notre exemple en jours. Et donc ici, ce que je vais faire, bah, c'est très simple, c'est que je vais prendre la quantité de temps entre ma date de fin et ma date de début en jours, et je vais la calculer. Alors, on avait, je sais plus qui c'était tout à l'heure, mais qui demandait comment est-ce qu'on fait pour savoir quelle date mettre en premier. En fait, c'est assez simple. Ça dépend si vous voulez une date positive ou si vous voulez une date, enfin si vous voulez un résultat positif ou un résultat négatif. En gros, ici, vous allez calculer la différence entre la date de fin et la date de début, et donc vous allez obtenir un positif. Si vous calculez la différence entre la date de début
et la date de fin, vous allez vous retrouver avec un argument négatif. Et donc, en fait, ensuite, tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Parce que ici, la durée en jours, bah, ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément hyper intéressant non plus si vous avez que la durée en jours. Après, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir le lier avec d'autres formules, par exemple du if, et pouvoir dire, ben, si la durée en jours, par exemple, entre aujourd'hui et une date, elle est inférieure à zéro ou elle est supérieure à zéro, alors je vais avoir une condition, je vais avoir quelque chose qui va se passer. Donc c'est ça qui est intéressant, et en fait c'est là que vous devez vous poser la question de si vous voulez faire du positif ou du négatif. Globalement, ça change pas grand-chose, c'est juste en fonction de comment est-ce que vous réfléchissez et comment est-ce que vous construisez vos formules. Donc dans tous les cas, partez d'un truc simple, vous commencez par écrire cette fonction-là, vous regardez ce que ça donne, et si ça va pas, bah, vous faites simplement un petit changement, vous interchangez deux, et puis voilà, c'est réglé. Pas de souci à ce niveau-là. Donc ici, vous voyez, c'est assez simple, hein. Là, j'ai fait date de début, date de fin en jours et j'obtiens ça. Alors, si là, par exemple, je change et que je me le mets en secondes, c'est toujours drôle de calculer les grandes durées de temps en secondes. Là, vous voyez que sur plus ou moins 3 mois, ben, des secondes, il s'en passe pas mal, hein. Hop. Et donc, là, oh, voilà, là, typiquement, l'erreur classique dont je vous parlais tout à l'heure, dès que je suis pas attentif, je la fais, c'est vraiment insupportable. Hop, voilà. Ok, donc là, on a cette date between. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour obtenir un résultat positif, on place la date la plus récente en premier. Pour obtenir une date négative, on place l'autre date en premier, la date la plus vieille. Est-ce que c'est OK pour vous? Oh, toute bonne question. Alors, il faut pratiquer, toujours plus facile de voir les pros faire. Vous avez un replay, vous en faites pas, vous pouvez tester. Est-ce que certains opérateurs sont incompatibles? Euh, Bah, disons qu'il y en a certains qui n'auront pas trop de trucs à faire ensemble, j'imagine, mais qui soient incompatibles vraiment, non, pas forcément. En fait, il faut imaginer que c'est un langage. Et donc, il y a des mots qui vont pas trop dans la même phrase, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire une phrase avec deux mots, même qui vont pas ensemble, quoi. Par contre, ta formule OR et celle de add, ouais, ouais, je sais. C'est un truc qu'il faut que je change. Je vais la changer rapidement avant de vous le partager. En fait, date between, c'est une soustraction. Ouais, en fait, c'est ça, exactement. Tout à fait. Soustraction. En fait, c'est le calcul entre deux dates, ouais. Est-ce qu'on peut faire le calcul uniquement avec les jours ouvrés ou exclure certains jours fériés, week-ends, etc. Eh, trop bonne question, Déborah. Alors, je sais qu'il y a une formule qui permet de le faire. En fait, il y a plusieurs formules qui permettent de le faire. Globalement, si vous tapez ça sur Google, il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, il y a quelqu'un qui a trouvé une formule pour le faire. Moi, j'avais fait un truc. En gros, si vous divisez votre résultat par 5 septièmes, je pense. Il y a moyen de trouver le. Enfin, vous allez avoir un résultat qui se rapproche de ce que vous voulez. Donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, en fait, la problématique, c'est de savoir quel est le jour de début et quel est le jour de fin. Et donc de savoir dans la semaine que vous avez démarré, en fait, combien de temps est passé dans la première semaine et dans la semaine où ça s'arrête aussi, combien de temps est passé. Le truc avec les jours fériés, c'est mort. Franchement, à moins d'avoir. En fait, comme ça change en fonction des années, que c'est pas toujours les mêmes, et que c'est pas non plus les mêmes en fonction des pays, c'est très compliqué à. Donc, ça, malheureusement, les jours ouvrés, c'est tout à fait possible, parce qu'en fait, ben, toutes les semaines font 7 jours, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, le problème de Notion, c'est que si vous essayez de faire des formules qui sont trop longues, vous allez faire bugger votre base. Par exemple, moi, j'ai essayé de faire une formule une fois pour recalibrer en fait, avant, dans Notion, les roll-ups, ils n'étaient pas considérés comme des dates. Donc, le format des roll-ups, si vous faisiez remonter une date en roll-up, c'était considéré comme du texte et pas comme une date. Et donc, il y a une formule qui permet de transformer une date qui s'appelle add date ou date add, qui permet de transformer du texte en date. Mais ça m'obligeait à calculer toute une année. Et en fait, ma formule, sans déconner, hein, sur mon écran, elle était grande comme ça. Elle rentrait pas sur mon écran tellement elle était longue. Et donc, en fait, cette formule-là, elle fonctionnait. Donc, elle permettait de retransformer en calculant toutes les dates possibles dans l'année. Elle permettait de retransformer un texte en date. Mais le truc, c'est que bah, ça faisait bloquer direct ma base de données, quoi. Donc, en fait, c'était pas exploitable. Du coup, je déconseille les formules qui sont trop compliquées.
Euh, et si on dit lundi est férié et samedi plus dimanche, on est week-end, on doit pouvoir. Bah, en fait, le problème, c'est de savoir si vous avez des jours fériés dans votre combinaison de jours, en fait. Donc vous avez, parce que ce que vous calculez avec la fonction date between, c'est un intervalle entre deux dates. Ça veut dire qu'en fait, on ne se soucie pas de savoir quelles sont les dates qui sont dans cet intervalle, on est juste en train de calculer l'intervalle. Le seul moment où on va se soucier de calculer quelles sont les dates, c'est qu'en fait, on sait, enfin, l'ordinateur sait que vous êtes par exemple en mars et qu'en mars, vous avez 31 jours, ou que vous êtes en février et que cette année-là, en février, vous en avez 28. Donc ça, il est capable de calculer. Mais il n'est pas capable de dire cette année-là, le 1er mai, par exemple, il est férié. Donc c'est ça qui est problématique. Donc du coup, vous pourriez le faire à la main en disant, ben, dans cet intervalle de temps, je sais qu'il y a 3 jours fériés et donc ben, je vais les enlever moi-même. Et donc j'ai une case à côté, par exemple, où ici, je vais dire, ben, vous voyez, là j'ai ma durée en jours et je pourrais imaginer avoir ici mon nombre de jours fériés, par exemple, hein. Hop, voilà. Donc là j'ai mon nombre de jours fériés et je pourrais dire, ben, ma durée en jours, en réalité c'est date between moins mon nombre de jours fériés. Et donc là, si je dis il y a 4 jours fériés, hop, je l'ai comme ça, ok? Mais en dehors de ça, en dehors de cette petite astuce manuelle qui vous permet de faire ce genre de truc, il n'y a pas moyen de calculer automatiquement, tout simplement parce qu'il n'y a pas moyen de savoir quand est-ce que c'est un jour férié ou pas un jour férié. Voilà. Et donc l'autre truc que je vous proposais éventuellement, si vous cherchez à calculer les semaines, mais là c'est plutôt c'est pas enfin c'est pas sûr. Je crois que c'est divisé genre fois 5 septièmes, je crois. Fois 5 septièmes. Mais je suis pas sûr, donc prenez pas ça pour argent comptant, juste valider. Voilà, donc là on a 68. En gros, ça c'est typiquement le nombre de jours ouvrés. Alors là, vous avez 68, donc l'idée ce serait de le round. Voilà, 69, globalement. Mais c'est pas quelque chose de très précis. Mais ça, c'est pour faire simple. Donc si vous voulez avoir une idée plus ou moins précise, enfin arrondie du nombre de jours ouvrés, vous avez cette formule-là, qui peut être intéressante. Mais sinon, et sinon, cherchez sur Google, il y a quelqu'un qui s'est fait un kiff avec le nombre de jours ouvrés exact en calculant tout ce qui est lundi, mardi, etc. Enfin, en calculant les jours, ça peut être intéressant aussi si vous avez vraiment besoin de ça. Ok, donc voilà. Alors ça, c'est pour les jours. Quand vous avez 2 jours fixes, je regarde l'heure aussi, il reste 6 minutes. Ça durera peut-être un peu plus longtemps. Ceux qui doivent partir, vous pourrez regarder le replay. Donc pour aller plus loin, ce qu'on peut faire, c'est que on peut travailler avec des dates dynamiques. Donc là, on a travaillé pour l'instant avec des dates précises, par exemple le 12 mai 2022, mais on peut aussi imaginer travailler avec des dates dynamiques comme now, par exemple, qui est une fonction, ou date subtract. Et donc en fait, ces résultats dynamiques, bah, qu'est-ce qu'ils donnent? Ils donnent que là, je vais pouvoir calculer l'intervalle de temps entre une date précise, donc par exemple la date de fin, et aujourd'hui. Et donc, typiquement, ici, je fais quoi? Je fais ben, la différence entre la date de fin et aujourd'hui. Et ici, vous voyez que c'était le 16 août 2022. Et donc, j'ai moins 126 jours. Ça veut dire que ma date, elle est dépassée depuis 126 jours. Et là, je me suis mis un truc en 2024 et vous voyez qu'il me reste 401 jours pour arriver au 26 juin 2024. Et donc, là, je vous ai fait un petit kiff ici pour calculer de façon un peu plus, avec une, on va dire de façon un peu plus sémantique, donc en bon français, sur l'état d'une tâche. Et donc là, l'idée, vous voyez, la formule, elle est ici. Je vais me servir de if, je vais me servir du format, et je vais me servir aussi de empty qu'on a déjà utilisé et larger ou equal. Donc ça, c'est une formule qui permet de dire si c'est plus grand ou égal à. Et donc ma formule en français que je vais aller chercher, c'est si la date de fin est vide, je n'affiche rien. Ok, donc là, si je vous fais un exemple 3 et que j'ai pas de date de fin, bah, j'affiche rien. Hop. Sinon, si la différence entre la date de fin et aujourd'hui en jour est plus grand ou égal à 1, j'affiche le texte temps restant la transformation en texte de la différence entre la date de fin et aujourd'hui plus jour. Parce que évidemment, ici, vous voyez bien que ça,
un- ce date between, il va me donner un nombre, et donc le nombre, bah, il n'est pas compatible avec le texte. Et donc je vais juste devoir le formater, hop, avec la fonction format, qui est ici, pour transformer un nombre en texte. C'est tout ce à quoi, c'est tout ce que ça sert à faire. Et donc, je dis la transformation en texte de la différence entre la date de fin et aujourd'hui, donc typiquement ici 126 jours. Et sinon, ce que je fais, c'est que j'affiche le texte du il y a, plus la transformation en texte entre la différence entre la date de fin et aujourd'hui, plus jour, tout simplement. Et en fait, c'est exactement ce que ça me donne là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si j'ai pas de date de fin, je note rien. Si c'est dépassé, je note la différence avec du il y a. Et si c'est pas dépassé, je note temps restant avec le nombre de jours qui restent avant que la tâche soit atteinte. Et donc la formule, ben, c'est celle-ci. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai tout mis en couleur pour que ce soit méga clair. Comme ça, vous pouvez voir et étudier précisément chaque argument en fait de la formule. Est-ce que comme ça vous paraît OK? Évidemment, vous allez avoir le temps de vous repencher dessus, mais est-ce que vous avez compris la logique globale? Base de jours fériés et compter le nombre de jours fériés dans l'intervalle considéré. Ouais, on pourrait imaginer faire ça, Jean-Philippe, c'est possible. Mais le truc, c'est que ça changerait tous les ans, quoi. Ok, trop bien. Bah, super content que vous ayez bien compris. Et du coup, ben, ce qui nous reste, c'est la fonction if. Et alors, la fonction if, c'est le plus cool. Alors, globalement, donc la fonction if, c'est pour faire des si, et vous avez deux possibilités pour faire une fonction if simple. Vous avez ma préférée, qui est la condition, point d'interrogation, qu'est-ce qui se passe si oui, deux points, qu'est-ce qui se passe si non. Et vous avez une autre possibilité, qui est le if, le classique if avec les parenthèses, où vous faites si, donc if, ouvrez la parenthèse, la condition, virgule, qu'est-ce qui se passe si oui, virgule, qu'est-ce qui se passe si non, fermez la parenthèse. Donc, ici, ben là, je vais avoir dans mon exemple donc la condition est-ce que c'est vrai? Point d'interrogation. Si c'est vrai, oui. Si c'est faux, enfin si c'est vrai, 1. Si c'est pas vrai, moins 1. Et donc là, bah, la réponse ce sera 1. Et ensuite, vous allez avoir if entre parenthèses, est-ce que c'est faux? Si c'est faux, je mets oui, je mets yes. Si c'est pas faux, je mets no. Et donc, puisque c'est vrai, ma réponse est 1. Je trouve que les exemples ne sont pas forcément hyper clairs, c'est des exemples de Notion, mais on va plonger dans des exemples beaucoup plus clairs maintenant. Donc en gros, c'est euh, c'est assez simple, hein. Vous avez trois éléments dans cette formule. Vous avez la condition, donc c'est la question à laquelle on va répondre par un opérateur booléen, à savoir vrai ou faux. Et puis vous avez l'argument positif, qui est le premier argument. Donc qu'est-ce qui se passe si ma réponse est vraie, si ma condition est remplie? Et puis le deuxième argument, qui est l'argument négatif, autrement dit, qu'est-ce qui se passe si la réponse à la condition est fausse? Donc, encore une fois, moi, j'utilise que la version sans parenthèse. Ça me fait en fait des nested if, c'est-à-dire des conditions multiples. En fait, il faut chaque fois ajouter la parenthèse, et donc le dernier argument il se retrouve avec plein de parenthèses, et on ne sait jamais s'il faut en enlever, en rajouter, c'est galère. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à utiliser la première partie, la première manière de faire, avec le point d'interrogation et les deux points. C'est beaucoup plus simple. Donc, ici, je vais donner un exemple. Dans la formule 1, ce que je vais faire, c'est que je veux que si la propriété couleur est définie sur bleu, la formule affiche le contenu de la propriété couleur et que sinon, la case affiche le texte pas bleu. Donc la formule, elle est simple, c'est propre couleur égale bleu, point d'interrogation. Et donc là, ce qui est cool, hein, c'est que sinon j'aurais dû mettre par exemple if propre couleur égale bleu, point d'interrogation, avec les parenthèses, alors que là, je peux juste poser ma question avec le point d'interrogation. Je trouve ça plus clair. Donc, ici, je dis propre couleur. Alors, il faut savoir que égal, c'est deux fois égal. Vous ne pouvez pas mettre juste un égal. Pour avoir égal, c'est deux fois égal. Donc, propre couleur égale bleu, point d'interrogation. Si oui, afficher proposition couleur. Sinon, afficher le texte pas bleu. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe. Propre couleur, c'est bleu. Et donc, dans ma formule 1, il va me dire c'est bleu. Si je mets vert, il va me dire c'est pas bleu. Ok. Et dans ma formule 2, ce que je vais faire, c'est que je vais dire si la propriété numéro est plus grande que 5, la formule affiche le texte grand. Sinon,
la case affiche le texte petit. Okay. Et donc là, ma formule, elle est dans le même style. J'ai mon élément, ma condition. Donc, est-ce que prop numéro est plus grand que 5? Si oui, grand. Sinon, petit. Et donc, il se passe quoi ici? Bah, comme j'ai 10, il me met grand. Comme j'ai 5, il me met petit. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est top, les explications bien vulgarisées. Merci Caroline. Nickel. Ah oui, c'est logique, mais reste à trouver la bonne logique pour nos propres cas de figure. Ouais, bien sûr, ça faut tester. On dirait le discours de Hollande. Franchement, c'est vraiment pas un compliment, je crois. À l'angoisse. Merci. Pour faire égal, il faut taper 2 fois le signe égal. Ouais, exactement, c'est ça, Evelyne. Entre le si oui et le si non, c'est un 2 points, ou c'est un point virgule, c'est 2 points. C'est 2 points. Bah, avec plaisir, Chloé. Avec plaisir. Hop. OK. Donc voilà, ça c'est pour les conditions simples. Ensuite, ce dont je vous parlais, c'est les nested if. Donc c'est les si imbriqués. Et donc pour ça, on va remplacer la deuxième partie, donc l'argument négatif, on va le remplacer par un nouveau if pour ajouter une condition supplémentaire. Donc en fait, du coup, c'est quoi l'idée? C'est de dire, bah, condition 1, si oui, argument positif, et en fait, sinon, deuxième condition. Est-ce que condition 2 est là, argument positif, argument négatif? Et ce qui est magnifique, c'est que vous pouvez reproduire ça à l'infini. Donc vous pouvez faire, par exemple, condition 1, argument positif, sinon condition 2, argument positif, sinon condition 3, argument positif, sinon condition 4, etc. Et à la fin, sur votre dernière condition, ici en l'occurrence la 5, vous dites juste argument positif, sinon argument négatif. OK? Et donc, c'est là qu'on commence à rentrer dans des formules assez marrantes, où on va pouvoir dire, par exemple, ici, en bon français, si la date butoir n'est pas définie, la case reste vide. Et donc ici, hein, vous voyez, j'ai date de début, date butoir, terminé le et mon statut. Et donc, si la date butoir n'est pas définie, la case reste vide. Si la date de début n'est pas encore passée, la case affiche le texte projet à venir. Si le projet a été terminé après la date butoir, donc bah, ça je vous montrerai la condition. Si le projet a été terminé après la date butoir, la case statut affiche le texte projet terminé en retard. Si le projet est marqué comme terminé, la case affiche le texte projet terminé à temps. Et si la date butoir n'est pas encore dépassée, le texte affiche le statut en cours. Et sinon, la case affiche le texte, affiche le texte en retard. Alors du coup, ça se transmet sur une formule. Il y a un truc quand même à bien comprendre là-dedans auquel vous devez faire attention, c'est que vos conditions, elles sont exclusives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'ordre dans lequel vous allez mettre vos conditions. Parce que si par exemple, vous mettez en premier une condition qui n'est pas exclusive des autres, eh ben, en fait, vous n'allez pas réussir à avoir ce système de cascade jusqu'à votre dernière. Autrement dit, ici, de toutes ces conditions, il n'y en a aucune qui empêche mon projet d'être en retard. Si j'avais mis en fait ma propriété en retard au début, bah, ça m'aurait empêché de cascader. Okay. Donc il faut vraiment que vous réfléchissiez à ce truc en mode cascade et vous dire ben, qu'est-ce qui n'exclut pas en fait la condition d'après. C'est pour ça que je l'ai fait dans l'ordre en fait. Et donc ici, je me dis ben, mon truc le plus simple, c'est de commencer par ma date, par la proposition vide. Et donc de me dire, bah, si ma date butoir n'est pas définie, si je n'ai pas encore défini de date de fin pour le projet, eh ben, ma case elle est vide. J'ai pas de statut, j'ai pas de date de fin, j'ai pas de statut. Ensuite, je me dis, ben, ce que je vais faire ensuite, c'est de savoir comment est-ce que je fais pour définir si mon projet il est à venir. Et donc, pour définir si mon projet il est à venir, je me dis, ben, comment est-ce que je définis si mon projet il est à venir ou pas avec une condition oui-non? Et ben, je me dis, bah, c'est si ma date de début elle n'est pas encore passée. Si ma date de début n'est pas passée, ben, mon projet il est à venir, il n'a pas démarré. Okay. Et donc là, comment ça se traduit? Et ben, là, j'ai par exemple empty prop date butoir, je mets rien. Donc, je pose ma question et puis je mets rien. Ensuite, pour calculer si la date de début n'est pas encore passée, je fais un petit date between qu'on a vu tout à l'heure entre la date de début et maintenant en jour. Et si c'est plus grand ou égal à 0, je dis projet à venir. Okay. Sinon, je dis est-ce que le projet a été terminé après la date butoir? Donc ça voudrait dire qu'il est en retard. Et donc là, bah, je fais date between terminer le et la date butoir en jour. Et si c'est plus grand que 0, je dis que le projet a été terminé en retard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon projet, il est fini. Et en plus d'être fini,
la date terminée, elle est plus grande que la date butoir, donc le projet est terminé en retard puisqu'il a été terminé après la date butoir. Ça n'exclut pas ma condition d'après, qui est si le projet est terminé, et ben, s'il est juste terminé, mais qu'il n'est pas terminé en retard, bah, s'il est terminé et pas terminé en retard, c'est qu'il est terminé à temps. Et donc j'ai dit, OK, terminé à temps. Donc là, c'est empty, propre, terminé, égale false, et ben, projet terminé à temps. Et donc là, c'est intéressant, hein, puisque vous voyez, j'ai ma condition qui a exclu les autres cas. C'est-à-dire que j'ai une condition qui dit, j'ai un projet qui est terminé en retard, donc ça veut dire que s'il est terminé et qu'il n'est pas terminé en retard, c'est qu'il est forcément terminé à temps. Donc là, c'est un peu, faut faire jouer vos méninges et il faut tester des choses et c'est là que la logique en fait rentre en compte, quoi. C'est vraiment votre logique qui joue là. Euh, donc si la date butoir n'est pas encore dépassée, là vous voyez que j'ai fait plein de. En fait, comme j'ai déjà fait plein de cas, mes conditions elles deviennent hyper simples. Je peux dire si c'est pas tous ces cas-là, et ben tout simplement si la date butoir n'est pas encore dépassée, c'est que le projet est en cours. Et donc en fait, le projet il est en cours, mais si la date butoir n'est pas encore dépassée, il pourrait être à venir. Mais en fait, non, il est en cours parce que il est pas, on sait qu'il n'est pas à venir parce que j'ai mes cascades. Et donc, bah, j'arrive à en cours. Si la date butoir n'est pas dépassée, c'est qu'il est en cours. Et si c'est rien de tout ça, et ben alors c'est qu'il est en retard. Ok. Bon, j'ai l'impression d'avoir parlé un peu comme un fou et essayer de vous caler tout ça et de vous expliquer cette formule. Est-ce que vous avez capté? Alors oui, l'instruction pour la syntaxe des formules. Eh ben ça, c'est un compliment de dingue. Merci. Le if est plus simple comme ça, surtout sans parenthèse. Totalement d'accord. C'est beaucoup mieux. Très clair comme explication. Ok, trop cool. Chloé, à peu près. Faut tester. Je vous transfère le lien, et vous réessayez ça. Et puis on est go. Trop cool. Eh ben, il est 14h08. J'ai fini, du coup. Ce que je vais faire, alors je pense que c'est dans Or où il y avait un petit souci, où ma condition ici, not empty, propre numéro, et en fait là c'est couleur en. Oh là. Et couleur 2. Voilà, donc là normalement il n'y a plus de faute. Et je vous partage du coup mon petit. Alors partage sur le web, oui, je vous autorise à le dupliquer et je vous le mets. C'est vraiment pour vous maintenant uniquement, donc je vous le fais en 1 heure. Copier le lien et je vais vous coller ça dans le chat. Hop, alors. Et voilà, petit cadeau pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voilà, voilà. Eh bien, voilà, merci d'avoir assisté à ce petit webinaire sur les formules, les relations et les roll-ups. C'est terminé. Si vous souhaitez un coup de main pour vous aider à construire votre espace de travail Notion, eh bien, n'hésitez pas. C'est quelque chose qu'on fait avec grand plaisir chez The Toolbox. On a accompagné plein de boîtes à le faire. Généralement, elles sont super contentes une fois qu'on a terminé. Et comme vous voyez, on maîtrise plutôt bien la machine. Et puis, on va en organiser pas mal l'an prochain, à mon avis, des petits webinaires comme ça. Moi, ça me fait toujours autant kiffer. Et je suis trop content de pouvoir faire ça avec vous et de vous retrouver tous les mois pour ça. Donc, bah voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon début aussi d'année prochaine. Et puis voilà, à bientôt.